la moitié à peu près des personnes n'aboutissent pas. Et puis les conséquences sont extrêmement lourdes pour les couples. On cache d'ailleurs souvent les ruptures qu'il y a, les ruptures conjugales qu'il y a après des parcours entre guillemets réussis. Parce que tout ça secoue énormément l'intimité du couple. Il y a des femmes qui nous parlent aussi de leurs difficultés, qui disent j'ai honte d'être pudique par exemple. Parce qu'il y a quand même une tierce personne qui intervient. Et c'est pas rien que le professeur Friedman assiste à tous les anniversaires d'Amandine, c'est pas rien quand même. Il y a juste une petite observation par rapport à ce que vous dites et ce que disait Claude Durier. Il disait évidemment qu'est-ce que je fais à faire de l'éthique si je suis aussi sceptique. C'est que nous pouvons encore résister. Ce qui me frappe dans notre discussion à la minute, c'est la manière dont on parle de l'homme. C'est-à-dire qu'on s'est obsédé par les embryons surnuméraires, qu'on va nous parler de cellules souches, d'enjeux économiques. D'abord, je trouve que le débat est très indécent par rapport aux réalités du monde. Parce que la majeure partie des pays du monde ont d'autres priorités en termes de vie, de survie, que de parler d'embryons surnuméraires. La quasi-totalité des questions de bioéthique dont on parle, c'est des questions limitées à des populations nanties, d'une certaine manière, en termes encore de plus grand nantissement, c'est en termes de longévité, en termes d'amélioration de la vie, du vivant. Enfin bon, je veux dire par là que si on qualifie ce débat, il est par nature éthiquement indécent. Mais néanmoins, pourquoi on peut s'engager? Parce qu'on peut résister d'une part, et puis on peut reposer ce qu'est l'homme, on peut faire la métaphysique. C'est pour ça, moi je suis aussi les travaux que fait Dominique Folcheld. Il y a une manière d'arraisonner aussi l'opinion aujourd'hui, et peut-être de réhabiliter un certain nombre de questions à travers les questions de bioéthique. Mais je terminais juste pour dire que quelquefois je suis un peu effrayé finalement par le fait qu'on est pris en otage par des chercheurs, des scientifiques, qui nous imposent de poser des questions qui sont par nature impensables, et le fait de rentrer dans ces questions nous déporte déjà sur des champs où on ne voudrait pas aller. Et je termine sur un point, je dirige l'espace éthique de la PHP. Et Dominique Folcheld est un partenaire, enfin je veux dire, historique de toutes ces questions. Il travaille avec des professionnels de santé. La PHP, pour l'assistance publique hôpitaux de Paris. Nous, on voit aussi sur le terrain des professionnels de santé, des associations, des personnes malades, qui revendiquent autre chose que le débat de la bioéthique. Ils revendiquent la sollicitude, la solidarité, le soin. Donc j'aimerais pas qu'on masque tout ce qu'il y a de valeur profonde dans le soin, dans la médecine, dans l'aide d'autrui, la greffe d'organes par exemple, c'est aussi des actes de solidarité, qu'on masque ça derrière le terrifiant qu'on nous impose et la violence qu'on nous impose. Tout à l'heure on parlait de GPA, pour moi c'est une violence et une indignité. On vient de fêter l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 60e anniversaire. Est-ce qu'on est vraiment à la hauteur de cette tradition? C'est une question simple que je pose. On pourra en parler encore longtemps. On passe maintenant à un autre grand domaine de réflexion lié à ces lois de bioéthique. L'embryon comme matériau de recherche médicale, une recherche encadrée par la loi bien sûr, mais très contestée puisqu'elle entraîne la destruction des embryons. C'est pourquoi certains chercheurs se sont orientés vers d'autres alternatives de recherche. Un exemple à Lyon avec le laboratoire Novus Sanguis. Regardez, c'est un reportage d'Émeric Coletta. Depuis 15 ans, le professeur Mac Guckin et le docteur Nicolas Foraz, un chercheur français, explorent les possibilités du sang de cordon ombilical. Et leur découverte offre de nouvelles perspectives à la médecine de demain. Nous avons été les premiers au monde à démontrer que dans le sang de cordon ombilical, il existait des cellules dites pluripotentes, c'est-à-dire des cellules souches non spécialisées qui ressemblent un petit peu aux cellules souches embryonnaires, avec l'avantage de ne pas avoir à détruire un embryon humain pour développer ces tissus. Et nous sommes créés une vraie spécialité pour faire ce qu'on appelle de l'ingénierie, où simplement on récupère les cellules souches et en leur donnant, c'est un petit peu entre le jardinage et la cuisine si vous voulez, en leur donnant un petit peu des facteurs, des stimulus, on les force à aller dans une direction ou une autre, par exemple devenir des cellules nerveuses ou alors des cellules du foie ou bien encore des cellules du pancréas qui fabriquent l'hormone, l'insuline qui régule notre taux de sucre dans le sang. Le cordon ombilical est souvent jeté et détruit. Pourtant, son exploitation est techniquement très simple. Le prélèvement s'effectue de façon indolore juste après la naissance du nouveau-né, une fois le cordon coupé. Ensuite, c'est le laboratoire qui se charge de trier les matériaux. Alors vous avez des maternités partenaires où après accord des parents, ils font un don de l'échantillon à la recherche et simplement en utilisant une aiguille, une poche de collecte, on peut prélever dans la veine du cordon ombilical, c'est une grosse veine, prélever à peu près un demi-verre si vous voulez de sang placentaire, de sang de cordon ombilical et ensuite l'emmener en laboratoire. On le passe dans différentes machines qui nous permettent de séparer la couche rouge de la couche blanche du sang de cordon ombilical. Et dans cette couche blanche se trouve une population très rare, une cellule sur 1 million de cellules à peu près, de cellules souches qui nous permettent de développer ces différents tissus nerveux, tissus du foie ou tissus sanguins. Les applications thérapeutiques sont donc potentiellement nombreuses.
Des maladies du sang, de la moelle osseuse sont déjà soignées grâce au sang de cordon depuis de nombreuses années. Et avec les essais cliniques en cours, le docteur Foraz estime à 85 le nombre de maladies qui seraient traitables. On voit de nombreuses thérapies émerger, notamment aux États-Unis, bientôt en Europe, dans le traitement par exemple du diabète juvénile, ces enfants dont le système sanguin attaque le pancréas et donc les rend diabétiques, ou bien encore, et c'est très intéressant, pour l'infirmité motrice cérébrale. Vous avez un essai en cours actuellement aux États-Unis, bientôt en Europe, où des hôpitaux ont utilisé le propre sang de cordon d'enfants en souffrance nerveuse suite à une déficience en oxygène à la naissance. Et on peut utiliser ces cellules souches pour réparer le cerveau de ces enfants. La recherche sur les cellules souches de sang de cordon offre donc des espoirs immenses pour les chercheurs et pour les patients, tout en garantissant le respect de la vie. Pourtant, malgré ces 800 000 naissances annuelles, la France paraît prendre du retard. Les États-Unis, le Canada et l'Australie consacrent des fonds publics beaucoup plus importants. Et la Belgique, l'Italie ou encore l'Espagne ont d'ores et déjà des protocoles de stockage bien mieux développés. Voilà, un sujet d'Aymeric Coletta en remerciant Nicolas Foraz et le laboratoire Novus Sanguis de nous avoir ouvert leurs portes et prêté leurs images. Alors, il y a un phénomène intéressant, Sandrine de Montgolfier, dans cette question des recherches sur les cellules souches, selon qu'il s'agit de cellules souches embryonnaires ou bien adultes, ou comme on vient de le voir ici, de sang du cordon ombilical. C'est que dans les précédentes versions des lois bioéthiques, l'ensemble des recherches sur les cellules souches étaient demandées, réclamées, au motif que, comme le disait Aymeric dans son reportage, ça ouvre des perspectives formidables, des espoirs formidables. Et puis aujourd'hui, il semble, on n'est pas spécialiste, mais on a entendu beaucoup de témoignages, que les recherches sur les cellules souches du sang de cordon ou les cellules adultes semblent beaucoup plus prometteuses que celles sur les embryons. Et on voit se développer un nouveau discours pour la recherche sur les cellules souches de l'embryon. C'est la science pour la science, la recherche pour elle-même. Est-ce que vous constatez cette évolution ? Ah, tout à fait. Je dirais même qu'on est à un point crucial où dans tous les rapports, on voit émerger cette question vraiment forte qui est effectivement, on ne peut plus garder dans le texte de loi cette recommandation qui était de limiter l'utilisation des cellules souches embryonnaires ou des embryons à des fins thérapeutiques, puisqu'on est loin, on est très loin avec ce matériel-là d'aller vers des interventions thérapeutiques. Et j'avoue que je suis gré à Axel Kahn d'avoir été au moins honnête sur cette question, à ces différentes auditions parlementaires justement, et de dire qu'effectivement, si aujourd'hui certains scientifiques demandent à travailler sur l'embryon humain, ce n'est absolument pas, en tout cas à court et moyen terme, pour de la thérapie, mais au contraire pour la science, et vraiment que pour la science. Alors effectivement, en tant que scientifique à la base, je comprends cette démarche. Maintenant, je ne comprends pas qu'on ne travaille pas d'abord de façon plus importante et plus dense sur l'animal, sur l'embryon animal. Et puis deuxièmement, il y a aussi un point important sur ces cellules souches embryonnaires, c'est le pouvoir économique. Et aujourd'hui, on n'en parle pas vraiment en France, mais un des lobbies importants pour l'utilisation des cellules souches embryonnaires, c'est les entreprises pharmaceutiques qui voient potentiellement un outil de cellules tout identiques pour tester la toxicité des médicaments. Et aujourd'hui, si aux États-Unis, Barack Obama a autorisé et permis le financement de ces travaux, je dirais que c'est, entre autres, et en partie, pas seulement, je pense, dans sa tête en tout cas, mais en partie, pour privilégier cette voie économique qui est aux portes de ces travaux. Professeur Hirsch, vous faites le même constat ? Non, moi je suis avec attention ce qui vient d'être dit. Ce qui est intéressant aussi dans ce domaine, c'est qu'avec le cordon, avec le sang de cordon, on est en train de mettre en place un système de banque privée, de banque publique. On est en retard en France, où il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous, notamment l'Espagne. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Et c'est toutes les représentations. Donc aujourd'hui, un parent un peu responsable va cryogéniser du cordon ombilical de façon à pouvoir permettre à son enfant de bénéficier s'il a tel et tel type de problème. On a vu des grandes stars de football notamment déclarées publiquement. Voilà, alors éventuellement même la possibilité de créer des organes de substitution si demain il a besoin d'un. Moi, ce qui m'affecte comme ça d'une manière un peu générale, c'est pas le débat sur l'embryon, c'est le fait qu'il y avait un moratoire. D'une certaine manière. C'est-à-dire que dans la précédente loi de bioéthique, on a parlé d'un moratoire de 5 ans.
Voilà, un moratoire de 5 ans qui était conditionné effectivement par ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on devait pouvoir faire des recherches qu'on ne pouvait pas faire autrement et pour des maladies qui le justifiaient. Et aujourd'hui, on entend certaines instances qui sont par exemple des responsables de grandes agences de l'État qui disent de toutes les façons ce moratoire, oublions.